Donc, le travail que je vais présenter ici, l'idée, en accord avec Sylvain, qui m'a donné quelques indications, était de vous proposer une présentation un peu, on va dire, pédagogique sur un thème qui est certainement pas, j'imagine, parmi vos premières préoccupations, qui s'appelle donc les molécules froides, et avec l'idée de dire que lorsque l'on regarde évidemment dans ce contexte, disons, encore une fois, des mesures de précision et des systèmes qui permettent de les faire, et d'aller vers quelque chose, parce que Sylvain, tu me disais que vous avez orienté les choses plutôt vers l'aspect techno-quantique aussi, un peu. Donc l'idée, c'est de se dire, évidemment, en quoi tout ça a un rapport. En fait, vous savez tous que si l'on regarde les moyens qui sont déployés pour réaliser des systèmes de technologie quantique au sens vraiment large, hein, je veux dire, on sait bien tout ce qu'on peut fourrer là-dedans, hein. Mais vous savez qu'il y a plusieurs plateformes qui peuvent être soit, notamment des plateformes liées au système en matière diluée, à savoir les atomes, les ions piégés, les atomes de Rydberg, et pour un tas de raisons, et notamment parce que lorsque l'on cherche à faire des systèmes de technologie quantique, un des aspects, c'est de s'arranger, d'avoir des systèmes fortement corrélés, de sorte à ce qu'il y ait des interactions au sein de ce système que l'on puisse exploiter pour effectivement ensuite enregistrer de l'information, faire de l'intrication et ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est donc de trouver en particulier des systèmes qui ont cette capacité d'interagir à grande distance. Là, on va vraiment vers l'aspect de plus en plus fondamental. Et donc, j'ai parlé d'atomes, d'ions, d'atomes de Rydberg. Et les molécules sont aussi un système plus complexe, certes, mais qui offre aussi beaucoup de capacités dans cette direction-là. Donc, je vais essayer de motiver un petit peu ça dans l'exposé. D'accord. Et donc, je crois que je vais commencer. Alors, le travail, les résultats que j'ai présentés sont faits par principalement. Alors, les résultats seront tout à fait à la fin. Ça, je ne vais pas vous abreuver du grand nombre de PRL et tout ça que j'ai, que je n'ai pas, si vous préférez. Mais juste pour vous dire, les résultats sera vraiment à la fin, mais je veux quand même dire que ces résultats en question sont obtenus par Timothy, qui était postdoc, Charbel Karam, qui est doctorant actuellement dans le groupe. Et c'est une collaboration, évidemment, avec plusieurs autres groupes ici en Europe. Et donc le titre aussi, je peux le dire, hein, ça paraît aussi bizarre. En fait, je vais l'expliquer tout de suite d'ailleurs, le titre avec une slide ici. Là, c'est juste l'équipe et les sponsors. Bon, voilà, c'est le travail avec moi ici. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ça comme ça, le titre? En fait, le titre vient d'un numéro spécial de Journal of Physics B que j'avais édité en 2006 avec Edward Timan ici à Hanovre, et qui consistait justement à faire un peu un point sur ce que c'était ces molécules froides, comment on les produisait, etc. Et donc, il y avait ici une série de mots-clés où l'on parlait de la manière de les former, la manière de les stabiliser, la manière de les contrôler, la manière de les refroidir directement, différentes méthodes de refroidissement, des nouvelles recettes pour le faire. Et bon, l'idée, vous voyez, quand je mettais le Chemistry Kitchen for Physicists, l'idée était de décliner ça sous la forme de termes culinaires comme ça. Mais l'idée était surtout de dire qu'on a ici des molécules, on peut effectivement les faire réagir ensemble et en ce sens induire des réactions chimiques, sauf que on le fait toujours avec un regard de physicien. D'accord, c'est-à-dire intéressé par l'effet Leval élémentaire. Donc c'est ça un peu l'état d'esprit, et c'est un petit peu l'état d'esprit de toutes ces études sur les molécules froides, et avec ici une introduction qui consistait à dire que il y a un mot connu qui est attribué à Chalot, si je ne dis pas de bêtises, qui est que les molécules sont trop difficiles parce qu'il y a toujours un atome de trop dans une molécule diatomique. Et donc l'idée, c'est de montrer que c'est pas si vrai que ça reste des systèmes quand même assez élémentaires et très bien compréhensibles et très bien contrôlables. Et c'est un peu tout le sens de ces recherches sur les molécules froides. Alors, quand on dit molécules froides, de quoi on parle? Donc, c'est un genre de spectre que vous avez peut-être déjà vu, un spectre de température, comme ça. Température qui signifie soit énergie cinétique, soit énergie interne. Et donc, typiquement, plusieurs d'entre vous ici s'occupent de ce qui se passe là, c'est-à-dire avoir des particules qui sont à des températures proches du zéro absolu, dans des gaz dégénérés. Et à ce moment-là, on parle de l'énergie de translation. Mais évidemment, une molécule, bon, pour ceux, je pense que vous avez tous vu dans les cours de mécanique, une molécule, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire un oscillateur à l'harmonique. D'accord? Donc, on va parler de molécules diatomiques pour simplifier, hein, et donc c'est deux molécules comme ça, hein, et donc qui est caractérisée par un puits de potentiel
Et à l'intérieur de ce puits de potentiel, on peut faire de la vibration, mais également la molécule peut également tourner. Donc voilà essentiellement les 3 degrés de liberté. Et donc tout ça se passe aux énergies qui sont dites ici, c'est-à-dire on a ici quelques milliers de Kelvin pour cette énergie interne de liaison ici de la molécule. La vibration se déroule typiquement à une centaine de Kelvin, la rotation typiquement à 0,1 Kelvin, et ensuite il y a des interactions encore plus fines, comme l'interaction induite par le spin nucléaire. Et en fait, l'intérêt principal de ce type de système, c'est en fait que l'on va être capable vous voyez, ici, on couvre ici 10 ordres de grandeur en énergie. Et donc, l'idée, c'est qu'on a ici un système quantique qui est caractérisé par une énergie qui couvre donc 10 ordres de grandeur, puisqu'on parle depuis l'énergie interne du système jusqu'à l'énergie transstationnelle du système. Et donc, la question, c'est comment est-ce que l'on fait pour arriver à faire des expériences, à comprendre ce qui se passe sur 10 ordres de grandeur en énergie. Donc ça va influencer également les modèles que l'on utilise, la précision des modèles qu'on utilise et la précision d'expérience que l'on peut faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on poursuit avec ces molécules la même démarche que celle, je dirais, des physiciens de l'atomique et moléculaire opticiens depuis maintenant plusieurs décennies, c'est d'arriver à contrôler ce système quantique de façon complète, et que l'expression consacrée en anglais, c'est at the single quantum level, donc vraiment arriver à suivre l'évolution du système, niveau par niveau. Et ce genre de système, et là je reprends un peu, j'allais dire, les tartes à la crème que l'on dit tous quand on commence à parler de toute cette matière ultra froide vers différents domaines d'application. Et donc, eh bien, comme on arrive dans le milieu ultra froid à des systèmes à n corps, c'est donc connecté à la physique statistique et à la matière condensée. C'est connecté à l'optique, bien sûr, avec tous les types d'expériences que l'on peut faire en optique, que l'on peut transposer avec la matière, à la métrologie, j'en parlais tout à l'heure, aux technoquantiques, je l'ai dit, et avec ce mot qui est un peu bizarre, cold chemistry, c'est-à-dire le fait que comme on a une molécule, on a plus de degrés de liberté, et elles peuvent, si on prend 2 molécules, elles peuvent éventuellement réagir entre elles, si on a un atome, il peut réagir réellement entre elles, et sauf que tout ça se passe dans des conditions qui sont vraiment purement quantiques, là où la chimie, je sais pas, en solution, la chimie des gaz à plusieurs centaines de Kelvin se passe avec des lois bien connues qui pourraient être les lois d'Arrhenius, des choses comme ça. Là, on va vraiment, dans cette idée de chimie ultra froide, on va vraiment mettre l'accent sur tous les aspects quantiques. Ça pourrait être des résonances en particulier, des résonances particulières qui vont intervenir, qui vont modifier complètement le comportement à ces températures ultra froides et donner vraiment tout le caractère quantique, et exprimer tout le caractère quantique de ces systèmes. Donc tout ça, ça représente, en fait, ces molécules froides, maintenant, représentent 35 années de recherche absolument excitante. Et l'idée, je vais commencer par une sorte de petit historique, simplement pour vous situer de quoi on parle. Alors, avant de commencer l'historique, une fois que j'ai parlé de ces molécules, qu'est-ce qu'on regarde en particulier? Parce que je vous ai parlé de technoquantique. En fait, un des éléments qui est vraiment l'élément moteur, l'aspect physique moteur de ces études, c'est le fait que des molécules diatomiques, il y en a une classe en particulier qui intéresse les chercheurs, ce sont ce qu'on appelle les molécules polaires. Molécule polaire, ça signifie que vous prenez une molécule composée de 2 atomes différents, elle a donc, si vous asseyez sur l'axe de la molécule, elle aura un moment dipolaire électrique permanent, puisque vous avez 2 atomes différents, donc des distributions de charges différentes, donc un moment dipolaire permanent le long de l'axe de la molécule. D'accord ? Maintenant, si vous êtes là et vous regardez la molécule, elle tourne. Donc, ces moments dipolaires se moyennent, donc il n'y a pas de moment dipolaire. Comme vous le savez, un système neutre, il n'y a pas de moment dipolaire. D'accord ? Okay. Et donc, il faut faire quelque chose pour qu'il y ait un moment dipolaire. Et donc, pour ça, on met ces molécules dans un champ électrique. Donc, à ce moment-là, ces moments dipolaires ont tendance à s'aligner le long de l'axe du champ électrique. Et à ce moment-là, si 2 de ces molécules sont proches l'une de l'autre, elles vont interagir au travers d'une interaction dipôle-dipôle. Une interaction dipôle-dipôle qui a longue portée, donc en 1 sur R au cube, R étant la distance entre les 2 molécules, que l'on peut comparer à deux systèmes atomiques qui vont interagir, 2 atomes qui vont interagir, qui eux interagissent par l'interaction de l'interface, qui est en 1 sur R6, donc à beaucoup plus courte portée. Donc on voit déjà un avantage que l'on a à pouvoir utiliser ce type de système, c'est qu'on a une interaction beaucoup plus longue portée, et vous savez comme moi, quand vous voulez confiner des systèmes, si l'interaction est plus longue, ça veut dire que vous avez moins besoin de les confiner. D'accord ? Puisqu'ils vont interagir depuis des distances bien plus grandes. Et alors précisément, dans ce cas-là, comme on a des dipôles ici, bien selon la manière dont ils vont interagir, ces interactions sont anisotropes. Ça signifie si les 2 dipôles s'approchent comme cela, mais ils vont avoir tendance à se repousser. S'ils s'approchent comme cela, ils vont avoir tendance à s'attirer.
D'accord? Et donc, selon leur orientation, eh bien, on va avoir des effets qui vont se manifester. Et donc, ces anisotropies dans les gaz, ces questions de force anisotrope dans les gaz ultra froids, c'est des questions qui passionnent les physiciens, statisticiens, de la matière condensée, etc. On peut l'imaginer, l'aimantation, c'est un phénomène qui est assez largement anisotrope et tout. Et donc, on voit ici qu'on a un système qui potentiellement peut aussi servir de simulateur quantique pour tout un tas de problèmes de la matière condensée. C'est le mot que je vais pas prononcer, simulation quantique, mais ça en fait partie aussi. Donc voilà typiquement le genre de système sur lequel on met énormément d'efforts pour arriver à les fabriquer. Ça, c'est ce que je disais sur la quantum simulation quantique, justement. Typiquement, si vous prenez maintenant, c'est un exemple qui avait été proposé en 2006, une molécule, vous voyez, comme cette molécule qui s'appelle RBSR, donc un atome de rubidium qui a un électron libre, le strontium qui a une couche fermée. D'accord? Et donc, ça signifie que vous avez ainsi une molécule qui est donc hétéronucléaire, donc avec un moment dipolaire permanent, comme je l'ai dit, mais également à cause du rubidium qui a son électron libre, un moment magnétique, un spin. Donc, vous avez la possibilité d'avoir sur chaque molécule un moment dipolaire et un spin. Et donc, si vous arrivez donc, à grande distance, imaginez que vous distribuez ça sur un réseau, à grande distance, les molécules vont interagir par l'interaction dipôle-dipôle. Et si vous arrivez à rendre cette interaction dépendante du spin, vous allez donc porter sur l'interaction dipôle-dipôle qui, elle, est à longue portée, vous allez porter une interaction qui dépend du spin. Et donc, vous allez créer, de façon effective, un Hamiltonien d'interaction spin-spin. Donc, c'est ça l'idée ici qui est proposée, c'était que d'utiliser ce type de molécule, alors on n'y est pas encore, hein, mais l'idée, c'est de dire, quand on a 2 degrés de liberté comme ça, un moment dipolaire électrique qui s'occupe, lui, de porter, comme on dit, l'interaction, puisqu'elle est à longue portée, cette interaction dépendante du spin, l'interaction spin-spin est beaucoup trop faible pour que les molécules puissent interagir directement, mais en étant portées par l'interaction dipôle-dipôle, eh bien, on peut créer une interaction dépendante du spin, et donc proportionnelle à S1, S2, et donc simuler une interaction entre 2 spins. Donc voilà le genre de prospective, ça date de 2006, hein, c'est pas encore réalisé. Hein. Je n'ai pas mis la référence, mais c'est ça, le papier ici, c'est Peter Zoller, qui est peut-être un nom qui vous dit quelque chose dans le domaine. Mais voilà typiquement le genre de choses que l'on va chercher à faire. Alors, l'histoire. Tout ça commence il y a 35 ans, en 1987, avec ce papier ici, où on avait des pièges de sodium froid. À l'époque, c'était des pièges magnéto-optiques, c'était pas encore des condensats. Et la question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et donc ici, ces personnes ont proposé, ici, c'était un papier théorique, ici, c'est une proposition de dire, essayons de prendre 2 atomes froids, de les associer et voir ce qui se passe. Associer une molécule et de voir ce qui se passe. Hein, vous avez 2 atomes froids, vous associez une molécule, vous avez après une molécule froide. C'est l'idée aussi simple que ça. Voyons comment on peut faire. Donc, ils ont proposé un système lié à une association par laser, sur lequel je vais revenir pas longtemps. Et c'est en fait le premier papier, je dis parce que c'est le premier papier qui a jamais parlé de molécules froides. Jusqu'à présent, on parlait d'atomes froids. Jamais personne n'avait parlé de ça. Et donc, typiquement, vous voyez, il s'agit de prendre 2 atomes froids de sodium, de leur rajouter un photon, d'en créer une molécule excitée ici. Et cette molécule excitée, elle se désexcite par émission spontanée vers une molécule dans l'état fondamental, on l'espère, et on a ici une molécule froide. Et donc voilà, on va être très simple, tout simplement, d'avoir une molécule froide à la même température que les atomes initiaux. Donc ça, c'était l'idée. La question, c'est est-ce que c'est possible? Mais en tout cas, c'est le premier papier où ça a été proposé. Et donc, ça s'est produit un petit peu plus tard, non pas la formation de molécules, mais cette formation de molécules excitées. C'est-à-dire, on prenait, dans cette expérience-là qui était fait au NIST, il y a deux atomes de sodium qui sont excités par laser, et donc spontanément, ils vont former un ion moléculaire. Donc, première détection expérimentale d'un ion moléculaire dans une manip d'atomes froids. Avant, il n'y avait pas d'objet moléculaire, d'accord? Mais c'est la première fois qu'un objet moléculaire a été détecté dans une manip d'atomes froids. Par ce mécanisme, cette sorte d'association. Voilà. Donc ça, c'est à nouveau du Salamain. Moi, j'aime bien dire que c'est la première manip de molécules ultra froides. Ouais. J'avais une question À ton tour. Quand vous stabilisez quand vous voulez faire des atomes froids, vous mettez plein de lasers pour que ça ne puisse pas bouger. Et là, tu dis que vous rajoutez HNU pour avoir la réaction. La molécule. Du coup, c'est juste que ça ne va pas être... En gros, est-ce que ton laser d'excitation ne vient pas perturber Alors, en fait, dans ce cas précis, dans le principe, oui, mais là, ces manips-là sont faites sur des pièges magnéto-optiques et donc l'énergie de recul du photon que tu as est en fait négligeable. Okay.
D'accord, parce qu'on était. Mais si tu fais ça dans un gaz dégénéré, effectivement, tu évapores ton gaz immédiatement. On ne peut pas le faire avec vos systèmes, par exemple. Non, il faut. Pardon, vas-y, je te prie. Avec les lasers du piège magnéto-optique, tu veux dire? Ouais. Bah, ça fait des choses. Ça fait des choses, ça peut faire des molécules aussi. Mais, sans le savoir, là, que tu disais tout à l'heure. oui, c'est un peu ça, c'est un peu sans le savoir. Mais je pense que dans ce cas particulier, là, c'est des fréquences plus dédiées à la réalisation de molécules froides, c'est-à-dire des molécules stables dans l'état. Voilà, C'est un peu ça. Mais effectivement, la question de la dissipation de l'énergie et donc notamment l'énergie de recul se pose. Si on est dans un piège magnéto-optique, on s'en fout parce que c'est négligeable. Si on est dans un gaz dégénéré, on s'en fiche plus du tout parce que c'est plus du tout négligeable, parce que l'énergie de recul est supérieure même à ces 200 nanokelvin résiduels que l'on cherche à avoir dans un gaz dégénéré. Donc effectivement, la question se pose. Historiquement, elle ne se posait pas. Donc, comme je le disais, 1993, c'est la première fois, donc ça a été l'année où vraiment on a réussi effectivement à faire ce que je disais, cette photodissociation, à savoir, vous avez deux atomes froids, vous prenez un photon qui a la bonne fréquence, vous créez une molécule qui est excitée, elle se désexcite, le choix c'est soit elle se désexcite dans une molécule stable, soit elle se désexcite en deux atomes qui s'envoient à nouveau, et donc c'est raté, il faut recommencer. Alors, d'un point de vue quantique, qu'est-ce que ça donne? Comme je vous l'ai dit, une molécule c'est ça. C'est un big concept, mais quand vous avez deux atomes en collision, ces deux atomes en collision, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent de l'infini, et puis ils explorent le potentiel d'interaction entre les deux atomes, qui est le même que celui qui caractérise la molécule, d'accord? Et donc, quantiquement, tout ça c'est Schrödinger, tout bête, vous avez donc une fonction d'onde qui est comme ça, ici, qui décrit deux atomes en collision. Et l'idée, c'est qu'il se trouve que quand on étudie et qu'on fait des calculs sur la molécule, on trouve que quand on met un photon à la molécule, eh bien, il y a des tas d'autres puits de potentiel similaires, et donc ça c'est le calcul qui les révèle. Et on se dit, bah, très bien, on va chercher à prendre un photon qui va être réglé à une fréquence qui est légèrement décalée par rapport à cette fréquence de transition qui pour le coup est une fréquence de transition atomique. Là j'ai deux atomes séparés dans l'état fondamental, là j'ai deux atomes dans l'état fondamental, un dans l'état excité. Je prends une fréquence qui est un peu plus petite, et si j'ai des états liés là-haut, bah, je peux espérer les voir. Donc c'est ça la photodissociation. Donc on fait une transition entre un état libre du continuum vers un état lié de la molécule. Et ça, c'était nouveau parce qu'on peut le faire, parce que si vous faites ça dans un gaz, genre dans l'air ici, ça ne marche pas. Parce que ici, vous avez une telle distribution thermique, qui est large comme ça, ce qui fait que vous n'arriverez jamais à atteindre un seul niveau ici. Donc ça sera une méthode extraordinairement peu efficace. L'intérêt des atomes froids, c'est que tout d'un coup, la distribution d'énergie cinétique que vous avez dans le nuage d'atomes froids est plus faible que n'importe quoi d'autre dans le système. Est plus faible que tous les écarts d'énergie du système. Plus faible que l'écart d'énergie vibrationnelle, plus faible que l'écart d'énergie rotationnelle, plus faible que l'énergie même induite par le spin nucléaire. Donc, tout d'un coup, c'est comme si ici on avait un niveau, bien que ce soit un niveau de collision, tout d'un coup, c'est comme si c'était un niveau discret. Si vous vous rappelez Cohen, tout ça, c'est pas ce qu'il nous disait Cohen dans son livre. Hein. Le continuum, c'est continuum. Hein. Là, tout se passe comme si on avait un niveau discret. Et donc, on peut faire une transition résonante photons en absorbant de l'état du continuum vers l'état lié ici et faire effectivement cette molécule. Donc voilà un petit peu ce qui a déclenché la réalisation de ce type d'expérience. Et ensuite, ce que l'on espère, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a excité ça, on espère qu'il y a une émission spontanée et qu'il nous renvoie ici dans un état lié de la molécule fondamentale. Voilà. Donc ça, la première étape a été faite en 1993. Voilà, ça c'est pour vous dire que ça existe. Hein. Qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, en fonction de la fréquence du photon ici, donc c'est une fréquence absolue, mais c'est décalé par rapport à la raie de résonance atomique, eh bien, on voit plein de raies. Plein de raies, et qui correspondent, comme je le disais, à ces états liés là-haut qu'on voyait, ces états excités là-haut qu'on voyait. Donc on fait la spectroscopie moléculaire avec ça. Bon, il y a un autre, je ne veux pas passer trop de temps, mais pour vous dire, ça marche. On découvrait, en fait, ces états-là, c'est des états qui n'avaient jamais été mesurés auparavant. Alors, c'est la spectroscopie, vous pouvez dire à quoi bon. Ce qu'il y a, c'est à quoi bon, c'est que ça a ouvert la voie vers d'autres choses, et comme je le disais, vers la formation de molécules froides, stables dans leur état fondamental. Alors, un autre élément qui est arrivé dans cette histoire, c'est ça, vous en aurez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle le concept de résonance de Feshbach, qui a été extrêmement utile également pour manipuler les gaz dégénérés d'atomes froids. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai remis le principe ici rapidement. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans cette vision moléculaire, on a notre puits moléculaire de tout à l'heure, l'atome arrive en collision ici, et il se trouve qu'il y a une situation où il y a un autre puits moléculaire ici qui correspond à un autre état de la molécule, mais qui n'est pas loin.
Et il se trouve que l'énergie ici de mon état de deux atomes en collision, il va être en face, ça va être un coup de chance, hein, il est en face de l'énergie d'un état lié ici. Donc vous voyez, quantiquement, vous voyez bien ce qui se passe. À la même énergie, vous avez un état du continuum et un état lié. Donc s'il y a interaction entre les deux, bah, il y aura mélange. D'accord? Ça, c'est la théorie des perturbations dégénérées. Hein. Vous avez deux niveaux dégénérés, s'il y a une interaction, ils sont mélangés. Donc vous allez mélanger un état du continuum et un état lié. Ça s'appelle une résonance. Ça, c'est le terme général, générique pour une résonance. Quelque chose qui résonne, hein, c'est quelque chose que c'est une fréquence caractéristique et qui ensuite va s'harmoniser. D'accord? Ouais. Excusez-moi de vous interrompre. Du coup, le concept de résonance de Fano, est-ce que c'est un peu le même C'est la principe? même chose, c'est exactement la même chose. Fano-Feshbach, l'histoire a retenu Feshbach, et puis les gens qui veulent rétablir la vérité historique disent que c'est Fano-Feshbach. Okay. Mais c'est absolument la même chose. Okay. Très exactement la même chose. Et donc, ça, c'est un concept qui est connu depuis les années 30 en physique nucléaire, parce que Feshbach est un physicien nucléaire, Fano est un physicien issu de la physique nucléaire, mais plus physicien atomiste. Et donc, c'est connu depuis les années 60, tout ça. Ce qui était nouveau cette année-là, c'est que pour les atomes froids, on a réalisé qu'on pouvait ajuster, parce que là, il faut un sacré coup de bol hein, pour que l'énergie soit en phase de l'énergie. Mais avec les atomes froids, on avait la possibilité d'ajuster l'énergie relative entre ce seuil ici, à énergie nulle, et cet état-là. On avait la possibilité de l'ajuster avec un champ magnétique, et ainsi réaliser les conditions pour avoir la résonance. Donc c'est ça le nouveau. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça a permis de faire ça, ça permet plusieurs choses, et notamment de faire varier ce fameux paramètre qui caractérise un gaz dégénéré, qu'on appelle la longueur de diffusion, d'accord? Et qui, effectivement, bénéficie le fait de... Et donc, autrement dit, ce qui a permis ensuite de faire le refroidissement évaporatif et toutes ces avancées sur les gaz dégénérés, c'est parce qu'on était capable de manipuler les propriétés collisionnelles entre les atomes. Sans rentrer dans l'état, vous voyez bien que c'est ce qu'on fait ici. Oubliez l'état rouge, les atomes collisionnent, il se passe quelque chose. Il y a une collision. Si je mets l'état rouge, eh bien, selon où je vais mettre ce niveau ici, je vais pouvoir changer complètement la nature de la collision, parce que vous comprenez bien que si je fais une collision comme ça, ou si je fais une collision comme ça, c'est pas du tout la même chose, puisque là j'ai une résonance. Donc tout d'un coup ici, on a un moyen de contrôler la manière dont se déroule la collision entre les atomes, et ça se passe, ce contrôle en question, se passe avec des atomes ultra froids, en agissant sur le champ magnétique que l'on va appliquer sur les atomes ultra froids. Les atomes en question, des atomes alcalins, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont un spin 1,5, enfin ont un spin électronique 1,5, mais un spin nucléaire. Donc ils ont un spin, donc un moment magnétique. Donc ça signifie que si on a un champ magnétique, on va faire varier leur niveau d'énergie hyper fin. D'accord? Et donc le niveau d'énergie hyper fin, ça va être celui-là, celui-là. Et donc comme les moments magnétiques sont différents, je vais être capable de faire varier l'écart entre ces niveaux de façon différente. Et donc je vais être capable de faire cet ajustement. Et donc avec des champs magnétiques de quelques dizaines de Gauss à quelques centaines de Gauss, on arrive effectivement à contrôler complètement la manière dont la collision entre les deux atomes va se faire. Donc ça a été une avancée extraordinaire. L'idée a été proposée dans ce papier-là en 93 également. C'est un papier théoricien également. La vérité, c'est qu'elle avait été déjà proposée dans le contexte du refroidissement de l'hydrogène en 1976. Vous savez tous que normalement la condensation aurait dû se faire avec l'hydrogène, la condensation de Einstein. Et mon repos, ça a raté. Ça s'est fait avec le rhélium. Alors, il y avait évidemment des très bonnes raisons pour ça, mais déjà, dans les années 76, quand le refroidissement de l'hydrogène a commencé, on avait songé à cette résonance Feshbach, et ça a été redécouvert en 93. Et c'est devenu, en fait, l'arme de choix pour effectivement faire tout un tas de choses et arriver à contrôler ces collisions entre les molécules. Après, je ne peux pas résister de dire que 5 ans après, c'est la première fois, puisque n'oublions pas, on veut faire des molécules. 5 ans après, tous les 5 ans, il s'est passé quelque chose pendant ces 30 ans, ces 30 premières années. Et bien, au labo et Mécoton, en fait, on a réussi à observer pour la première fois, non seulement, comme je le disais, cette photosynthèse, ça beaucoup je l'avais fait, mais effectivement cette stabilisation de molécules dans l'état fondamental, c'est-à-dire cette fois-ci qui durait tout le temps. Celle-là, elle dure quelques dizaines de nanosecondes, comme n'importe quelle atomicité. Celle-là, elle dure tout le temps. Donc pour l'instant, tout d'un coup, on peut les garder longtemps et en faire quelque chose. Et donc on n'a pas eu le prix Nobel, mais enfin, on a été vachement remarqué pour cette raison-là, et ça a été un petit peu l'entrée du laboratoire dans ce domaine-là, l'entrée, on va dire, en fanfare du labo dans cette domaine-là. Donc on était assez contents, et on retrouve ici la spectroscopie, ici, de la même genre de spectroscopie de photostation que je vous disais tout à l'heure, sauf que cette spectroscopie est faite maintenant en détectant directement ces molécules froides. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un pic, ça signifie qu'on a effectivement réussi à former des molécules ici stables. On détecte ceci. Voilà.
Et donc là, je parle de froid, on est toujours là des énergies des pièges magnéto-optiques, donc on parle de la centaine de microkelvin. Voilà. Après, en 2003, il y a tout un tas de choses qui s'est passé autour des molécules et des gaz dégénérés, c'est-à-dire qu'on arrivait, alors par exemple ici, la première fois qu'on avait un gaz quantique, alors là c'est un peu, le titre est un peu trompeur, hein, ce n'est pas un gaz quantique dégénéré, c'est un gaz quantique de césium-2 ici. Il s'appelait déjà quantique parce qu'il commençait à avoir des propriétés quantiques, mais pas encore condensées, loin s'en faut d'ailleurs. Hein. Ensuite, il y avait toutes les choses qui ont concerné la possibilité soit de partir de gaz de Bose, soit de partir de gaz de fermions, et d'assembler ces fermions en dimères qui du coup font des bosons. Même chose pour le lithium ici. Et puis, avoir également ici également la possibilité d'avoir un condensat de molécules, mais de molécules qui ne sont pas dans leur état fondamental absolu, enfin le plus bas niveau vibrationnel, qui sont des molécules très étendues, comme ça, mais malgré tout ça a été fait, c'est pas très utile, mais ça a été démontré il y a longtemps déjà. Et également, en fait, un tout petit peu avant, il y avait déjà eu, les molécules étaient intervenues parce qu'on observait dans un gaz d'atome froid et qu'on appliquait ce fameux champ magnétique, comme vous le disiez, comme il était appliqué de manière statique, en fait, on observait des oscillations entre la population d'atomes et la population de molécules. C'était en fait aussi, ce papier-là avait été révélé en 2002, ça a fait de grand bruit, parce que c'était la première fois qu'on voyait des molécules dans un condensat, même si elles n'étaient pas stables. C'était des oscillations de la population entre les atomes et les molécules. Voilà. Et ensuite, il y a eu tout un tas de choses. Alors, c'est là où on commence à rentrer dans l'aspect matière condensée, les effets à la physique à n-corps, où on prend des gaz dégénérés et par ces transitions qu'on appelait transition BEC-BCS, eh bien, on arrive effectivement à faire cette transition et à passer d'un gaz dégénéré de fermions, par exemple ici, vers un gaz dégénéré de bosons mais moléculaires. Et donc, bon, tous les noms qui sont ici, je pense que vous avez vu ces noms-là un jour ou l'autre dans vos pérégrinations bibliographiques. Et il y a eu une très très forte compétition entre tous ces groupes-là cette année-là. Ils ont à peu près tous trouvé le même résultat en même temps, sauf qu'il y en a qui ont publié plus vite que d'autres. Vous voyez que les dates, c'est à quelques. Puis après, les dates de révision, tout ça, il y a des gens qui regardent les dates de révision. Ah, pourquoi le mien l'a mis plus longtemps, ça. Tous ces gens-là étaient au courant de ce que les autres faisaient. Voilà. Donc au final, si vous voulez, pour résumer un tout petit peu cette histoire-là, finalement, ce domaine des molécules, finalement, comment est-ce qu'on va arriver à les former, à les manipuler? Donc, comme je vous l'ai dit, une approche est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la photosynthèse. Alors la photosynthèse, c'est bien, parce qu'avec ce laser, on a l'impression qu'on peut vraiment contrôler ce que l'on forme ici. Le problème, c'est que l'émission spontanée ici, elle va se faire à peu près n'importe où. Ce qui fait qu'on ne contrôle pas du tout l'état quantique final de la molécule. Et donc, comme vous le savez, si vous voulez arriver vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on veut contrôler les choses at the single quantum level, si on commence par avoir tout un tas de niveaux qui sont formés, c'est quand même pas terrible. Et donc, en fait, cette méthode-là a assez rapidement disparu des radars au profit de cette méthode-là, parce que ici, au moins, à cause du fait que l'on effectue la résonance entre ce niveau d'énergie ici, où les deux atomes rentrent en collision, et un niveau donné ici, eh bien, on crée une molécule, alors dans un état comme ça, vous voyez, c'est un état qui va être tout à fait au bord du puits de potentiel. Donc, alors, si vous pensez à une molécule liée de vibration, si vous voulez, la molécule est comme ça, puis elle fait ça. Puis ça. C'est ça, la vibration de molécule qu'on a formée comme ça. Alors, je le fais là, je vais faire du théâtre, mais c'est effectivement ce qui se passe. Essentiellement, la molécule, elle fait ça, et une fois de temps en temps, elle explore la zone interne, les deux atomes se rapprochent, mais la plupart du temps, ils sont là. Et c'est pour ça que l'on parle de molécules à grande distance, parce qu'essentiellement, leur stabilité va être déterminée par les interactions à grande distance. Ce qui se passe à l'intérieur, finalement, ça joue que très peu de rôle. D'accord? Ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce que l'on met dans ce paramètre qui s'appelle longueur de diffusion. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir les détails, on met un paramètre, et les détails, on ne veut surtout pas en entendre parler. Ça, c'est les physiciens atomistes qui disent ça. Moi, je veux en entendre parler. Mais les physiciens atomistes, ils ne veulent pas en entendre parler. Et une fois que l'on a cette molécule qui est super bizarre, qui vibre super bizarre, nous, ce qu'on veut, c'est une vraie molécule quantique qui est vraiment son état fondamental. Et donc là, on utilise une autre approche laser, que j'imagine vous connaissez aussi, qui est ce qu'on appelle une méthode Stirap, où vous allez pouvoir, de façon adiabatique, transférer la population de votre état initial ici, qui est cet état bizarre à longue distance, au travers d'un état excité, avec deux pulses superposées ici, comme on dit de façon contre-intuitive, et ça, enfin, je vais refaire un cours sur Stirap, j'en serais incapable en plus, mais donc de transférer toute cette population-là
vers l'état de notre choix, qui pour le coup va être vraiment l'état fondamental de la molécule et qui va nous permettre enfin de commencer à faire de la physique avec un système dont l'énergie interne est minimale. Parce qu'évidemment, à ce stade-là, l'énergie interne est telle que vous mettez deux objets comme ça, boum, ça explose tout de suite. Ils disparaissent immédiatement tellement il y a d'énergie interne. Là, l'idée, c'est de transférer vers un système où il n'y a plus d'énergie interne, un système stable, à qui il n'arrive plus rien, et à partir de ce moment-là, on commence à vouloir en faire le plus possible, le contrôler, le condenser, etc., et ensuite en faire ce que l'on veut faire ensuite dans cette oscillation d'expérience. Donc voilà, typiquement, ce que représente l'approche pour former des molécules froides. Et évidemment, la température ici va dépendre de la température des atomes qui sont ici. Si cette collision se fait à, je ne sais pas, j'ai dit tout à l'heure quelques centaines de nanokelvin, eh bien, comme ici, cette résonance ici se fait sans échange d'énergie, il y a juste un champ magnétique, donc on associe, on mélange ce niveau-là à ce niveau-là, donc on crée ici cet état lié, mais sans changement d'énergie. On n'a pas absorbé de photons, on n'a rien réchauffé précisément. Ensuite, lorsque l'on fait ça, à système SIRAP, on sait que le système SIRAP, comme on absorbe un laser dans un sens et un laser dans un autre, donc au total, l'énergie de recul va être également nulle. Donc au total, on va se récupérer avec une molécule froide ici, donc une molécule diatomique précisément ici, mais avec la même énergie que les atomes qui ont permis de la créer. Donc on a effectivement des gaz, de molécules, qui sont aussi froids que les gaz initiaux, donc à quelques centaines de nanokelvin. Donc on est arrivé finalement à produire un système qui potentiellement aura la même capacité à exhiber des phénomènes quantiques qu'un gaz d'atome. La question, c'est est-ce qu'on en a assez? Et donc, c'est ce sur quoi butent actuellement les chercheurs, c'est qu'on sait faire des gaz dégénérés d'atomes avec des densités suffisantes, on ne sait pas encore faire ça avec des molécules. Et donc, toutes les entreprises qui sont actuellement en route consistent à arriver à faire des gaz dégénérés de molécules pour ainsi ensuite explorer tout cet univers des effets à corps, etc., l'isotropes et tout ça. D'accord? Mais également faire la spectroscopie. Donc, c'est pas pour ça que même si on n'a pas beaucoup, on peut faire la spectroscopie et d'autres choses sympas. Excuse-moi, mais toutes ces techniques, elles marchent indifféremment que ce soit des molécules diatomiques, homonucléaires ou hétéronucléaires? Oui, parce que on parle beaucoup, dans ce cas-là, on parle le schéma, les techniques dont je parle ici, ça a été essentiellement fait, et la quasi-totalité de toutes ces expériences ont été faites avec des atomes alcalins, pour des raisons que vous connaissez tous aussi, le spectre infrarouge vraiment sympa, et le fait qu'il y a un spin avec une structure hyper fine, et un spin nucléaire, donc une structure hyper fine, qui permet justement d'accéder à ces résonances Feshbach. Okay, donc c'est pour ça que ça a été fait avec tout un tas d'atomes alcalins, donc du lithium au césium, toutes les combinaisons possibles, tout a été fait, homonucléaire, hétéronucléaire, tout a été fait. D'accord? Et avec différents buts à chaque fois, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant aussi dans la table de Mendeleïev. Vous prenez la première colonne, vous savez tous que les alcalins, c'est la première colonne. Tous? Vous vous en rappelez? Ouais. Vous savez les dire par cœur? Lithium, sodium, potassium, rhodium, césium, francium. Allez, je vous donne. Non, mais bon, voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut voir ici, l'intérêt de ce qu'il faut voir ici, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, ce sont des molécules qui sont accessibles. Elles ont toute une transition accessible par laser, celle-là, par des lasers infrarouges ou visibles qui sont sur les étagères des gens. Une première chose. Et c'est pour ça que ça a évidemment été important pour le refroidissement laser dans les étapes initiales. Ensuite, pour les associer, eh bien, toujours pareil, vous voyez que si on veut les associer, on a besoin de lasers aussi comme ça, qui sont également des lasers optiques. Alors certes, il faut travailler pour avoir des lasers SIRAP qui sont bien synchronisés, tout ça, mais ça reste quand même des lasers que l'on sait faire. Donc tout ça, parce qu'on est toujours dans le même domaine spectral. Si on veut maintenant, alors l'intérêt de faire ça, vous pourrez dire, c'est de la géologie, pardon. Pourquoi vous voulez le faire pour LI2, NA2, K2, RB2, CS2, à quoi ça sert? En fait, j'aime bien le dire comme ça, c'est aussi une beauté qu'offre la nature. C'est-à-dire que vous passez du lithium au sodium, au potassium, etc. Vous pouvez passer d'un isotope fermionique à bosonique. Le spin aura pas la même valeur. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que dans votre Hamiltonien, quand vous changez d'espèce, eh bien, les poids relatifs de vos antennes changent. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez un bouton, certes, discontinu, mais un bouton qui vous fait varier les propriétés de vos systèmes. Donc, l'intérêt de passer d'un système à un autre, c'est que vous mettez l'accent sur une propriété plutôt qu'une autre, parce que l'interaction hyper fine sera plus grande que ci, que ça, etc. La masse va jouer un rôle, enfin, tout un tas de choses qui font qu'au total, les propriétés des systèmes ont des propriétés différentes, méritent d'être explorées pour leur intérêt propre, et non pas parce qu'on veut faire une case de plus dans les refroidis de molécules supplémentaires. Donc c'est vraiment ça cette idée, de voir comme un bouton la nature nous offre. Ensuite, tu parlais, si on passe à d'autres atomes, j'ai parlé tout à l'heure de strontium,
comme il n'y a plus de spin électronique, hein, c'est cinglé, c'est à fondamental, donc l'interaction hyperfine devient extraordinairement faible, et donc tout devient beaucoup plus dur. Et donc c'est pour ça que la plupart des choses sont faites, je dirais 90%, 95% des manips sont faites avec les atomes alcalins pour l'instant. Je ne parle pas des molécules polyatomiques, qui sont un autre sujet, mais si on parle de ces méthodes issues des refroidissements laser, toutes les méthodes de refroidissement des atomes, c'est vraiment très essentiellement fait sur les alcalins. Et maintenant le dysprosium et l'herbium aussi. Donc vous aurez entendu parler, pour d'autres raisons, on pourra en parler peut-être plus tard, je ne vais pas trop me disperser. Voilà. Je continue un tout petit peu dans cette histoire. En fait, et comme je le disais, il a fallu ensuite produire les molécules effectivement dans leur état fondamental. C'est ce fameux styrate dont je vous parlais. Et voici les papiers qui en résultent. Avec ici non, pardon. Une fois que ces molécules étaient formées, effectivement, il fallait les produire, j'ai bien dit, dans Vega-Zero. Donc ici, à nouveau, avec mes cotons, les collègues ont été capables, je ne sais pas si Dessine était déjà là, tu es venu encore après. T'étais après. Et donc, ils ont été capables, effectivement, de créer avec un système de laser femtoseconde qui était façonné en fréquence. Ils ont été effectivement capables de rassembler toute la population du niveau moléculaire de cette molécule dans le Vega-Zero. C'était super. Manque de pôle en même temps. Ici, alors ouais, j'ai bien dit, ici, au GILA, ils ont fait la même chose sur cette molécule hétéronucléaire, donc dipolaire, donc qui ouvrait tout ce spectre d'applications fantastiques. Et ils ont réussi à le faire avec l'autre méthode dont je vous parlais, cette association magnétique et ce styrate. Et c'est eux qui ont pris, c'est dommage, c'est la même année, mais sauf que c'est eux qui ont pris avec ça une avance, un pas géant tout de suite. Et puis, nous, la manip est restée un petit peu derrière parce que on n'avait pas cette technologie-là. C'est un petit peu les hasards de l'histoire scientifique qui font ça. Mais enfin, voilà où on en était. Donc, cette année 2008 est également une année cruciale pour ce type de recherche. Bon, il y a d'autres papiers, je ne rentre pas trop dans les détails là. Et ensuite, j'ai mis 2018 un peu comme année un petit peu caractéristique, mais les gens se sont dit, mais on fait des atomes refroidis par laser, on les assemble en faisant des molécules, mais on ne peut pas refroidir par laser directement les molécules. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est une bonne question, après tout. Alors, on ne peut pas le faire pour la raison que je vous expliquais au tout début. Une molécule, un atome, on sait faire un cycle fermé, un cycle optique fermé de pompage, d'accord? C'est-à-dire que vous l'excitez, mais vous savez où va retomber la population, et vous allez pouvoir refaire un cycle comme ça pour le refroidir. Ça, c'est le refroidissement laser. Une molécule, on ne peut pas. Parce que si vous prenez l'état initial de la molécule, vous l'excitez, mais comme il y a plein de niveaux là, quand elle va s'exciter, elle va peupler plein de niveaux. Donc elle est perdue pour le prochain cycle optique, parce que le cycle optique est toujours à la même fréquence, oui, d'accord? Mais si vous peuplez d'autres niveaux, c'est mort. Donc on ne peut pas refroidir par laser les molécules. Bon. Jusqu'à ce que des gens ont fait de la zoologie, alors pour le coup des molécules, il y en a qui ont fait ça, avec des molécules, bon, et là on parle à nouveau que des molécules diatomiques, vous voyez, donc le fluor avec le calcium, avec le strontium, qui ont des propriétés particulières qui sont telles que, à une bonne approximation, lorsqu'on a une molécule dans l'état le plus bas, fondamental, on l'excite vers l'état le plus bas de l'état excité, il est tellement bien placé que la désexcitation va se refaire majoritairement vers l'état initial. Et donc on crée ainsi un cycle fermé aussi pour les molécules. C'est un peu plus compliqué que ça, au lieu d'avoir 2 lasers pour faire votre pompage avec les molécules entre 6 ou 7, quand même. Mais ça marche bien quand même. À l'époque, c'est trop compliqué, maintenant c'est complètement routine. Il a fallu 5 ans pour que ça devienne routine. Et donc ça se fait maintenant sur refroidissement direct de molécules, également par laser, mais pour une catégorie extrêmement restreinte de molécules. Et donc le message ici, on voit que de la même manière que chaque fois que vous avez un atome, vous êtes obligé d'inventer une nouvelle méthode, finalement, c'est peut-être pas vrai pour les atomes. Pour les atomes, on a une vision assez... Finalement, potentiellement, on peut quasiment refroidir tous les atomes par laser. Bon, il faut varier votre fréquence, mais je gère dans la table d'un LIF, il y a un nombre d'atomes refroidis par laser qui est assez spectaculaire. Les molécules, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on va pouvoir refroidir, former des molécules froides, comme je l'ai dit tout à l'heure, par 2 atomes alcalins. Donc, c'est une toute petite classe de molécules. On va pouvoir refroidir par laser cette petite classe de molécules. Donc, à chaque fois, c'est vraiment des cas super spécifiques. On ne peut pas dire qu'il y a une manière générale à adopter pour refroidir des molécules en général. Ce n'est pas possible. C'est extrêmement spécifique à chaque fois. Donc, c'est à chaque fois des exemples ultra précis. Mais évidemment, on prend ces molécules-là, encore une fois, pour leur intérêt propre. Leur antipolaire, leurs caractéristiques spectroscopiques, etc. Mais, à nouveau, là, on construit un Hamiltonien qui va exhiber des propriétés plus intéressantes selon le système que l'on a choisi. Donc, à nouveau, on quitte la zoologie pour repartir sur l'aspect physique. Voilà.
Alors, je parlais tout à l'heure d'effets anisotropes. Effectivement, il y a des gens, donc, quand ils ont un piège de molécules, vous voyez, là, on commence à avoir des galettes optiques ici, avec des molécules qui sont dedans, qui sont dans un champ électrique, elles sont orientées, et selon la manière dont on va orienter le champ électrique, et quand on regarde les taux de collision entre ces molécules, les taux de collision font que les molécules disparaissent, elles rentrent en collision, elles disparaissent, et quand on voit le taux de réaction de ces molécules qui sont ici en fonction du champ électrique ou du temps, eh bien, ce que l'on voit ici, les taux de réaction, on voit que selon le moment dipolaire, autrement dit, selon l'orientation du champ électrique, eh bien, on voit que eh bien, les molécules ne réagissent pas de la même manière. Donc, selon le champ électrique, c'est-à-dire selon l'orientation relative, soit comme ça, soit comme ça. Eh bien, ce graphe-là décrit ce genre de choses. Selon la configuration de molécules que l'on choisit, vous voyez que les taux de collision ne sont pas les mêmes. Donc, autrement dit, selon comme les molécules collisionnent comme ça ou comme ça, effectivement, elles ne réagissent pas de la même manière. Donc, on met déjà en évidence ainsi des effets anisotropes. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas une blague, on arrive déjà à voir des choses qui sont extrêmement belles de ce point de vue-là. D'accord? Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que ça existe. Alors, quel est le problème? Parce que finalement, tout ça, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est va-t-on arriver à produire un gaz dégénéré de molécules ou pas? Ça reste la vraie question. Alors, la réponse est on aimerait bien, mais on a un problème, un énorme problème, et qui est encore irrésolu à ce jour, et qui est assez spectaculaire. Ce n'est pas souvent qu'il y a des problèmes comme ça dont on ne sait pas trop quoi dire. En fait. Je prends une espèce ici, au hasard. Enfin, pas tout à fait au hasard, mais vous voyez, à nouveau, on sait faire des molécules composées de azomalcalin. Très bien. Elles ont un moment dipolaire, diélectrique, comme j'ai dit, super fort, très bien. Le problème, et cette molécule, elle est formée, je vous l'ai dit, dans son état fondamental absolu. Vraiment, on ne peut pas faire mieux que ça, c'est vraiment l'état fondamental, le vrai. Si vous réagissez toutes les deux, énergétiquement, c'est impossible de faire ça. Vous calculez le niveau d'énergie, tout ça. Hein, je veux dire, vous avez deux molécules. Après, vous pourrez toujours dire, bah oui, j'ai 4 atomes, ils se réarrangent et ils pourront faire ça. Mais énergétiquement, c'est pas possible. C'est sûr, d'accord? Donc, ok, donc c'est super. On va pouvoir faire un gaz de molécules stables puisqu'elles ne réagissent pas comme ça. Ça fait super. Eh ben non, ça marche pas. On mesure, voilà ici des gens à Hong Kong qui ont mesuré donc en fonction du temps. Ils regardent leur piège, et ils voient le temps de décroissance de leur piège et le nombre de molécules. Et ils voient qu'au bout de 50, 100 millisecondes, les molécules s'en vont. Alors 100 millisecondes, à l'échelle des atomes froids, c'est pas si long que ça quand même. Hein, les atomes froids, c'est qu'on puisse travailler des secondes quand même avec ce genre de système. Là, si vous avez un système ultra froid et que vous travaillez quelques dizaines de millisecondes, c'est pas des atomes de Rydberg non plus. Hein, c'est des systèmes stables. Et donc, tout d'un coup, ils s'en vont au bout de quelques dizaines de millisecondes. Donc, il y a un problème. Autrement dit, ces molécules, bien pour ne pas réagir, elles disparaissent. Et on ne sait pas pourquoi. Et vraiment, je vous assure, on ne sait pas pourquoi. Et il y a des dizaines de papiers qui ont été proposés, avec des tas de modèles qui ont été proposés. On appelle ça des collisions qui collent. Autrement dit, les molécules arrivent comme ça, et elles resteraient longtemps ici. Et comme elles restent longtemps ici, un petit peu, vous savez, vous rentrez par un tout petit goulot d'une bouteille, vous n'en sortez jamais. C'est un petit peu cette idée-là. Hein. Et donc, pendant que vous êtes dans la bouteille, il peut arriver plein de trucs. Là, elles sont dans la bouteille, il y a de la lumière, il y a des pièges, etc. Il peut arriver plein de trucs. Le problème, c'est que toutes les tentatives jusqu'à présent qui ont été faites pour savoir si, une fois que les molécules soi-disant seraient l'une contre l'autre un peu collées comme ça, si elles absorbent de la lumière, s'il y a une autre molécule qui arrive pour les collisionner, toutes les mesures qui ont été faites dans ce domaine n'ont pas été probantes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu montrer un taux de décroissance vraiment clair en fonction de l'intensité lumineuse du piège, par exemple. On n'a jamais pu montrer un taux de décroissance clair en fonction de la densité, qui aurait prouvé que c'était des collisions à 3 corps, par exemple. Il n'y a rien qui a été prouvé de façon claire ici. Donc, on ne sait toujours pas ce qui se passe. C'est bizarre, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe. J'aime bien, parce que c'est un vrai problème actuel. Donc, voilà, donc on en est là pour l'instant. Donc, il y a des tas de gens qui se creusent la tête pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, on peut aussi se creuser la tête autrement. Là, c'est d'autres expériences pour vous dire. Elles montrent toutes la même chose, hein. En termes alors c'est plus ou moins long selon l'espèce, mais toutes elles montrent une décroissance en quelques dizaines de minutes. Et du coup, c'est quel type de piège ici? Alors là, ce sont des pièges dipolaires. C'est des pièges dipolaires. Ouais, parce que comme finalement on a un objet qui est très polarisable, hein, et donc on prend un laser qui est très désaccordé par rapport à n'importe quelle transition moléculaire. Attention, parce que là, mais donc au total, ça fait des accords qui sont similaires à ceux qu'on fait pour les pièges atomiques, et donc on arrive effectivement à piéger ça à piège dipolaire. J'ai pas compris quelque chose, c'est-à-dire que on met NARB, Par exemple, mais on a essayé de détecter quels sont les résidus, c'est-à-dire essayer de voir s'il y avait du sodium, en fait, tu peux pas, parce que ce que tu vois, parce que les seuls signaux que tu as à ta disposition, c'est le fait que tu as ton piège. En fait, c'est très compliqué une manip de molécules froides.
Parce que la question, c'est comment on détecte ces molécules. Parce que c'est ça ta question. Comment on détecte ces molécules finalement. Bah, c'était, ouais, et puis, ou d'autres résidus. Mais en fait, comment dire, c'est dans la même question. Ouais. Ces molécules-là, comme vous l'avez vu, je vous dis, la méthode que l'on choisit pour former, vous prenez, si je prends un ARB là par exemple, vous prenez un piège de soda, un piège de Robillon. Maintenant, on sait faire des pièges mixtes, on sait faire depuis longtemps. Vous avez tous les lasers qu'il faut pour effectivement refroidir les deux comme il faut. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez ce champ magnétique de sorte à ce que quand le sodium et le rhodium collisionnent, vous ajustez ce champ magnétique pour que leur énergie coïncide avec un niveau lié que vous connaissez bien, et vous faites le nécessaire pour associer cette molécule NRB, qui est donc cette fameuse molécule super longue, là, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, vous faites le système STIRAP, qui vous permet de transférer cette molécule dans l'état fondamental. Une fois que c'est ça, comment vous faites pour détecter cette molécule? Soit vous la détruisez, comme on disait tout à l'heure, tu excites la molécule, tu en fais un ion, quoi que ce soit, et tu détruis ta molécule. Avec ça, tu as une méthode destructive, donc tu n'as plus ta molécule. D'accord? Par ailleurs, dans ces manifs de gaz dégénérés, tout ça, les gens, et j'ai bien compris, ils détestent mettre un détecteur à ion là-dedans, parce que ça pollue tout l'environnement, et de toute façon, l'enceinte, elle est fermée depuis 10 ans, donc ils n'ont aucune envie de casser le vide pour mettre un détecteur à ion. Enfin, il y a un tas de choix pragmatiques qui font que ça ne va pas de soi pour détecter la molécule qu'on va prendre des méthodes qui ont l'air évidentes, genre une méthode de spectroscopie ou une méthode de type ionisation. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour détecter la molécule? Ils refont le chemin inverse. Ils refont le STIRAP inverse dans l'état initial, ils remettent le champ magnétique pour retourner dans ces atomes séparés, et c'est ainsi que l'on sait, si ce truc-là marche, c'est ainsi que l'on sait si on récupère le même nombre d'atomes que l'on avait initialement, ou bien si on en récupère moins. Donc c'est un cycle extrêmement long, parce que vous commencez par associer, STIRAP, garder, refaire le rappel, et là vous pouvez dire si vous avez des molécules. Donc c'est déjà un cycle de plusieurs secondes. Une mesure, c'est plusieurs secondes. Et donc c'est pour ça que les produits en question, quand tu fais ça, tu les détectes pas. Les produits, en plus, sont insensibles au piège. C'est un piège pour un ARB, si tu formes NA2 ou NA ou quoi que ce soit, il est complètement dans des modes cinétiques différents, et donc tu ne le détecteras pas. Et puis la plupart du temps, si effectivement il se produisait une réaction, elle est interdite dans le cas où je vous l'ai dit, mais s'il se produisait une réaction qui produirait NA2 et RB2, ça serait avec de l'énergie cinétique, et ça vaut du piège immédiatement. Donc il y a tout un tas de raisons d'échange d'énergie qui font que c'est pas évident à savoir aller récupérer les produits. Et quand tu dis c'est interdit énergétiquement, s'il y a quand même un laser de piège, est-ce que l'énergie ne peut pas venir de là? C'est ce que je disais, il y a des manips qui peuvent être dans ce sens-là. Est-ce que l'on observe ce signal de perte proportionnel à l'intensité de laser de piège? Il n'y a rien de probant. Les gens ont cru voir quelque chose pour une espèce, mais ils le transportent à une autre espèce et ils n'ont rien vu. Et donc, en fait, il y a vraiment rien qui permet de dire ce qui se passe. Les théoriciens ont des tas d'idées, comme celle-là. Ils ont dit, ouais, non, mais c'est ça, c'est sûr. C'était mon idée initiale, moi, je pensais que c'était ça. Mais seulement, ils ont fait de la manip, ils ont dit, en fait, il se passe sûrement autre chose. Donc, c'est assez curieux comme situation. Voilà. Du coup, il y a une manip qui a été faite qui montre que c'est pas juste NA2 qui fait 2NA. Dans le cas de. Oui, non, c'est pas qu'elle le montre, c'est interdit énergétiquement. Donc, quand tu prends deux molécules NRB, tu ne peux pas former NA2 RB2. Parce que énergétiquement, c'est là. Si le niveau d'énergie, si tu prends l'énergie de NA2 plus RB2, il est là, et de 2 NRB, il est là. Donc, et cette énergie-là, c'est des centaines de Kelvin. Donc, tu peux la faire. Ou des dizaines de Kelvin. Donc, tu ne peux pas. Donc, ce n'est pas possible. Ton système, il doit être stable et il ne l'est pas. C'est pénible. Ça te convient? Oui, tout à fait. Non, mais enfin, l'explication, le constat. L'explication, c'en est pas une, mais le constat. Interdit, tu comprends pas, c'est ça. Il n'y a rien d'interdit dans la vie. Non, mais Sylvio, c'est un peu comme si tu avais un gaz d'atome. Un atome, c'est un atome. Tu as un atome dans l'état fondamental, il est là, il reste, quoi. D'accord? Tes atomes lithium, de rhodium, je sais pas quoi, ils restent ensemble. Tes atomes ne vont pas se fractionner. Là, la molécule, elle n'est pas censée se fractionner. Et pourtant, elle s'en va. Donc voilà, l'histoire. Alors pourquoi les gens en fait, l'idée ici de ce chiffre, de ce schéma, est de vous montrer que c'est effectivement compliqué. C'est pour ça que la réponse est pas simple. Alors j'essaie de vous l'exprimer ici. Vous prenez ici, alors dans ce cas précis, c'est pour une molécule et un atome. Mais en fait, vous pouvez faire le même genre de raisonnement pour deux molécules ici. Vous regardez ce qui se passe à grande distance, comme je vous l'ai dit, puisque vous commencez par une collision. Tous ces systèmes-là, c'est des systèmes ultra froids, ils passent leur temps à grande distance. Et donc, ce qui domine la dynamique d'un système ultra froid, comme vous le savez, c'est l'interaction à grande distance. Très bien, votre système interagit à grande distance avec l'un avec l'autre.
Et alors, si vous regardez ce qui se passe en fonction de la distance, eh bien, vous avez une interaction de type Van der Waals, hein, toute la même chose, et qui est comme ça. Et ensuite, vous arrivez dans une région moléculaire, et donc, comme pour une molécule normale, vous avez des interactions extrêmement fortes, des interactions de type chimique. Donc voilà, globalement, schématiquement, ce qui se passe. Très bien. Ce qui se passe simplement, si vous avez une molécule et un atome, eh bien, ici, vous pouvez commencer avec la molécule dans V égale 0, son niveau vibrationnel le plus nul, le plus bas, et son niveau rotationnel le plus bas. Mais au-dessus, vous avez le prochain niveau rotationnel, le prochain niveau rotationnel, le prochain niveau rotationnel. Ensuite, vous avez ici le prochain niveau vibrationnel, avec tous les niveaux rotationnels, etc. Donc, vous avez un spectre extrêmement riche dans un domaine d'énergie qui est extrêmement réduit. Et à chaque fois, ce système-là a la possibilité d'interagir avec un atome ou une autre molécule, comme je vous l'ai dit, et donc avoir un fluide potentiel similaire. Et quand vous regardez le bilan énergétique de tout ça, eh bien, votre niveau d'entrée ici, il va avoir la possibilité de rencontrer tout un tas de niveaux liés qui vient de tout un tas d'autres états possibles, qui vont, des niveaux quantiques ici, qui vont avoir lieu à courte distance. Il va y en avoir plein. Et c'est l'idée de la bouteille. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, vous avez une collision ici, et vous rentrez dans un bazar ici, et le système quantique, il ne sait plus où se poser de la tête, en fait. Parce qu'il y a tout un tas d'états disponibles. Donc, autrement dit, sa fonction monde se change d'une façon totalement fantasmagorique, je dirais. Et donc, il passe un temps fou, le système quantique ici, et d'une certaine manière, il ne ressort jamais. Donc, c'est ça l'hypothèse actuellement qui tient la corde sur ce qui se passe physiquement, effectivement, pour un tel système comme ça. C'est pour ça que c'est infiniment plus compliqué qu'un atome, parce que pour un atome, vous n'avez pas, quand vous prenez deux atomes en collision, vous n'avez pas cette densité d'état aussi grande ici qui est créée, par le fait simplement qu'une molécule a plus de degrés de liberté. D'accord ? Donc c'est un petit peu ça cette idée, même si expérimentalement c'est encore difficilement prouvé, mais c'est ça cette idée qui tient la corde qu'il doit se passer quelque chose comme ça. Et donc toute la question c'est d'arriver à caractériser ce truc-là, et vous comprenez bien que c'est extrêmement compliqué. J'ai bientôt fini. Juste pour vous dire que tout ça est une réalité, parce que, quand je disais tout à l'heure, ces choses collantes, là, ces collisions collantes, en fait, il y a des gens qui ont voulu faire des méthodes destructrices de détection, et ils ont regardé ce qui se passait avec ces molécules, à une autre espèce, on s'en fiche, hein, mais toujours est-il qu'ils ont été capables, en ionisant ce qui se passait à courte distance, là, quand les deux molécules sont ensemble, ils ont ionisé, et ils ont effectivement vu quelque chose qui sont des trimères, ici, voire même des tétramères. Donc, il y a bien quelque chose de moléculaire qui se passe là. Puisqu'en les ionisant, hop, ils en ont pris un petit bout, là, alors, avec le flash, et ils ont montré qu'effectivement, il y avait bien, elles étaient bien les unes contre les autres. Mais on ne sait toujours pas caractériser exactement ce qui se passe là. En tout cas, on sait que ça existe. Donc, cette hypothèse-là n'est pas complètement stupide, le fait qu'effectivement, pendant un certain temps, le système se comporte comme un groupe de 4 atomes qui reste un certain temps là et qui a la capacité de ioniser. Voilà, donc ça c'était une petite. Alors, comme je vous le disais, j'ai bientôt fini. Je finis avec le genre de choses que l'on fait maintenant. Comme je le disais, vous avez deux choses. La question c'est soit vous cherchez à comprendre ce qui se passe, soit vous dites ok, je ne comprends pas, je cherche à éviter. Plutôt qu'à rentrer en collision, vous les empêchez. Donc deux possibilités. Soit vous mettez ces molécules dans un réseau optique, auquel cas elles sont isolées, elles n'interagissent plus, ce que un certain nombre de personnes font. Soit vous changez autre chose. Et donc, comme je vous dis, les molécules, elles interagissent à grande distance. Mais avec les lasers ou les champs électromagnétiques, on peut faire des miracles. Et donc, on peut modifier, en habillant, ça vous dit quelque chose, je pense, le modèle atome habillé ou du système quantique habillé, vous savez qu'on peut modifier les interactions entre systèmes en habillant avec un laser. Donc, faisons ça. En tout cas, avec un champ électromagnétique. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait en ce moment au laboratoire. Et donc, on a fait tout un projet théorique et qui est en train d'être mis en place, comme je vous le disais, à Hanovre. L'idée, c'est d'essayer d'écranter les collisions, d'empêcher que, tout simplement, que les molécules se rencontrent à courte distance. On ne sait pas ce qu'elles font. Donc, laissons-les là. Empêchons-les de venir. Et donc, pour ça, le principe, il est, on va dire, assez simple. Je vais passer ça parce que ça va être trop long, il est déjà tard. Mais le principe est celui-là. C'est que l'idée ici, c'est que, voilà vos deux molécules qui rentrent en collision. Ce que vous faites, c'est que vous habillez cet état-là avec un photon. Au sens vraiment de l'atome habillé. Vous habillez cet état-là avec un photon. Donc, autrement dit, dans cette vision simpliste, vous prenez l'énergie de vos deux molécules en collision, vous ajoutez l'énergie du photon. Okay ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bien, si vous choisissez bien votre photon, avec un peu de chance, votre état ici, ça dépend de la distance, c'est ça qui est nouveau, hein, ici, dans ce qu'on fait. Enfin, nouveau, je vous ai parlé du système
des états habillés de l'atome, dans ces cas-là, vous n'avez jamais vu la distance intervenir. Nous, on a des niveaux d'énergie qui varient avec la distance. Hein. C'est ça le nouveauté d'une collision par rapport à la physique atomique pure et dure. Ce qui se passe, donc l'énergie de ces deux systèmes qui collisionnent augmentée de la l'énergie d'un photon, en fonction de la distance, à un moment donné, cet état, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était vaguement attractif, avec un peu de chance, il va croiser un état répulsif. Et comme vous avez habillé avec la lumière, ces deux états vont interagir. S'ils vont interagir, ils vont se séparer. Donc maintenant, dans cette vision habillée, vous faites une collision, vous faites ça, et si vous avez bien choisi vos paramètres, vous faites ça, puis ça. Et vous n'allez jamais là. Donc vous avez trituré, ingénieré les interactions pour éviter que les molécules viennent dans la zone où vous savez qu'il se passe quelque chose que vous ne voulez pas du tout. Donc si vous arrivez à faire des systèmes comme ça, vous êtes gagnant. Et vous augmentez la stabilité, effectivement, de votre nuage de molécules. Et donc, vous espérez ensuite, une fois que vous augmentez la stabilité, pouvoir réaliser la condensation de l'Einstein. Donc, c'est actuellement l'entreprise que cherche à réaliser un certain nombre de groupes dans le monde. Et donc là, c'est les différentes voies possibles. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est la flèche verte, une collision élastique. Mais évidemment, si on ajuste mal, soit on a des choses destructrices, ou bien, si le croisement invité ici est mal configuré, autrement les fréquences de Rabi, qui est l'interaction ici, H bar oméga, ici, eh bien, on peut ressortir dans la voie dans laquelle on peuple, en quelque sorte, cette excité qu'on ne veut pas peupler. Donc, on peut réaliser ça soit avec un photon micro-ondes, soit avec des photons optiques. Ça a été réalisé avec un photon micro-ondes, cette chose-là. Hein, vous prenez l'état moléculaire, ça a été réalisé, et effectivement, ça marche. Et nous, ce qu'on propose, c'est de le faire avec des photons optiques, parce que c'est plus facile, enfin, j'ai compris que c'était plus facile souvent d'utiliser des lasers que des sources micro-ondes dans un dispositif expérimental. Bon, j'ai fini, j'en ai juste une minute. Non, je vais poser une question. Ah, pardon. Non, parce que je voulais pas. Non, je me disais, du coup, faire ça, si le but c'est de faire un condensat, est-ce que c'est pas contradictoire avec l'envie qu'on a pour un condensat d'augmenter la densité? Est-ce que là, tu n'es pas en train de limiter la densité? Là, typiquement, ce genre de choses, c'est pas ça. Typiquement, alors si je vais parler en unité atomique ou en rayon de bord, mais c'est une centaine de rayons de bord. Donc si tu prends une densité à 10-15, tu es encore plus loin que ça. Donc justement, l'idée c'est ça, c'est que tu restes dans cette zone-là, et ici tu peux encore réaliser de la densité dont tu as besoin, 10 puissance 15. Tu vois. Mais je suis d'accord, normalement ça paraît être un peu bizarre, mais on parle vraiment, la condensation se passe à des distances qui sont vraiment dans ce domaine-là, et pour faire la condensation, tu n'as pas besoin d'un domaine entre guillemets chimique. Tu vois. Donc là aussi, c'est une chance. Alors, comme je disais, ça a été fait avec des champs micro-ondes. Et voilà ici cette molécule, alors qui n'est pas ces molécules alcalines, mais qui est ces fameuses molécules refroidies par laser, où ils ont vu qu'effectivement, voilà leur taux de décroissance lorsqu'ils ne mettent pas le champ micro-ondes, et voilà leur taux de décroissance quand ils le mettent. C'est vachement spectaculaire. Donc ça marche. Ça, c'est avec un photomicro-ondes. Et nous, et donc voilà le schéma ici, au passage, la petite fierté, c'est-à-dire que ça a été aussi proposé par quelqu'un de notre laboratoire ici, ce schéma-là, théoriquement. Et donc ça a été donc observé expérimentalement. Et maintenant, il n'y a pas encore beaucoup de réalisations. En fait, à ma connaissance, il n'y en a que 2 réalisations pour l'instant, avec des champs micro. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est le faire avec un photon optique. Et en fait, c'est intéressant, parce qu'à nouveau, je vous fais un petit couplet d'histoire. En fait, ça, c'est l'histoire des collisions entre atomes froids alcalins, ici. Et en fait, très tôt, les gens avaient remarqué qu'en prenant un laser, non pas décalé vers le rouge, mais vers le bleu d'une transition atomique, eh bien, on empêchait les atomes de se collisionner. Exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, en prenant un photon vers le bleu, on arrivait effectivement à ce que les atomes, quand ils se rencontraient, allaient faire croiser un état où les atomes se repoussaient. Et effectivement, on avait constaté à l'époque que effectivement, les taux de collision étaient diminués lorsque l'on faisait ce genre de choses. Donc, c'est une très très vieille idée. L'idée, c'est d'utiliser. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont oublié tout ça. C'est pour ça que je vous le dis, parce que vous êtes tous jeunes ici. Et voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire la même chose avec 2 molécules. C'est le petit cartoon que je fais ici. Hein. Vous voyez, c'est exactement la même chose. 2 molécules qui rentrent en collision, elles s'attirent. Quelque part, on essaie de trouver un état ici répulsif que l'on peut atteindre par un photon optique, et on espère pouvoir faire ça comme ça. Et donc, évidemment, en couplant ça, ce que l'on espère en couplant les deux, c'est qu'effectivement, on fait ça, celui-là devient couplé à celui-là, et il se retourne sur son champ. Voilà. Donc ça, c'est un projet, c'est une proposition qu'on avait faite. Le problème de cette proposition-là, c'est super sympa. Sauf qu'il y a un vrai problème, c'est que on envoie des photons pour habiller.
Si on envoie des photons, qu'est-ce qui se passe? Il y a du photon scattering. Donc on réchauffe le système. Donc on était super content avec ça, sauf qu'on est des théoriciens. Et alors c'est passé en PRL, on est super content. Hein. Mais sauf qu'il y a le référé, il a manqué ça. Mais on a un autre collègue qui nous a dit oui, d'accord, mais en moins de 2, tu vas réchauffer les molécules et tu vas les perdre. Et elles vont s'évaporer, donc à quoi ça sert? Peut-être qu'il y aura une fenêtre de temps où on pourra observer effectivement que le taux de collision a augmenté. Mais bon, si c'est pour finir par les perdre, c'est pas très intéressant. Et donc c'est là où on a appris ce qu'était, tu vois, ce que c'était le photon scattering, ce qu'était évidemment la diffusion non résonante de photons. On réappris, ça m'a fait rire, parce que moi je dis appris, sinon je vais avoir la honte. Réappris et ce qu'était, par exemple, eh bien, une transition Raman à 2 photons. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris là? Ça, on dit, bah, très bien, 4/5e, faisons la même chose à 2 photons. Ça, c'était juste pour vous dire, dans le cas d'une molécule, hein, qu'est-ce que ça veut dire chercher un photon pour exciter une molécule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un photon optique, pour trouver un état moléculaire qui pourrait nous servir. Et donc, voilà l'état fondamental tout à l'heure. Et après, il faut que vous trouviez votre voie là-dedans. Donc, je ne veux pas vous effrayer, juste pour vous dire que c'est sous contrôle. Pas d'inquiétude. D'accord? On sait faire. D'accord? On connaît tout ça par cœur. Beaucoup de spectroscopie moléculaire ici, mais on sait faire ça très très bien. Et donc, je veux dire par là que l'apparente complexité ici ne doit pas vous enlever de l'esprit l'idée qu'en fait, ce sont des systèmes, ces molécules, qui sont extrêmement bien connues et extrêmement bien contrôlées. D'accord? Et c'était juste pour vous donner cette petite impression. Alors, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des vrais nombres. Vous avez ici une molécule dans l'état fondamental, une molécule dans l'état fondamental interagissent par un truc de type Van der Waals attractif comme d'habitude. Simplement, quand vous commencez à exciter une des molécules dans un état rotationnel excité et que vous faites les interactions grande distance, l'interaction grande distance, c'est le développement multipolaire. On parle de ça. Hein, c'est-à-dire, vous avez 2 distributions de charge qui interagissent à grande distance et vous regardez ce que vous obtenez. C'est toujours attractif, Van der Waals, vous le savez, quand c'est dans le fondamental, c'est nécessairement attractif. La théorie des perturbations de Noether vous donne ça. Mais quand vous regardez l'état excité, cette contrainte est relâchée. Et vous avez tout un tas de choses à regarder. Il y a des choses super sympas là. Donc l'idée est d'utiliser ce type d'état. Là, c'est la même chose quand vous avez une molécule dans l'état fondamental, une dans l'état excité. Eh bien, vous voyez, on fait le même genre de calcul. Et là aussi, on a des états répulsifs et tout ça. Donc ça, c'est pratique si on veut faire un photon. Comme je le disais tout à l'heure, on couple avec un photon ça à ça, un état répulsif. Et auquel cas on arrive, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas bien un photon, parce qu'on finalement on les perd, les molécules. Mais à 2 photons, on se dit, bah tiens, je vais rester dans ce chiffre-là. Et l'idée, ça va être de faire une transition à 2 photons qui, par exemple, va coupler cet état à cet état-là. À 2 photons, c'est que ça marche, hein, parce que j'excite là, quelque part, et je redescends là-dessus. Et si j'arrive à faire ça, c'est un habillage à 2 photons, et j'arrive à faire interagir cet état-là avec cet état-là. Donc c'est un peu plus compliqué, évidemment, mais ça marche. Donc ça, je l'enlève, c'était ça un photon. Donc ce que je voulais vous dire à 2 photons, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez votre état initial ici, vous envoyez un photon là, un photon optique. Donc il est décalé vers le rouge de tout un tas de transitions moléculaires que vous ne voulez pas coupler, surtout pas, parce que vous, évidemment, on fait une transition Raman, on ne veut surtout pas coupler l'état excité. Et puis, dans le même temps, vous arrangez pour qu'il y ait un deuxième laser qui couple avec ce deuxième état ici. Donc, autrement dit, vous retrouvez ici, si maintenant on va peut-être quelque chose qui vous est plus familier, vous avez un schéma à 3 niveaux, d'accord, qui est classique, hein, avec notre état initial ici, qui est couplé à un état excité, l'autre qui est couplé à un état excité ici, d'accord. Eh bien, si on choisit bien les photons ici, on se place à résonance Raman, parce que comme je vous dis, les molécules passent leur temps à grande distance. Il n'y a que de temps en temps qu'elles viennent là, ok. Mais sinon, un gaz de particules froides, ça passe son temps, c'est très lent d'évolution, à très grande distance. Donc, ça veut dire, autrement dit, les molécules passent leur temps à être isolées et à diffuser des photons. Donc, l'idée, c'est que ces photons qu'elles diffusent, on se place à résonance Raman. Donc, comme ça, on est tranquille, il n'y a plus de photons absorbés, il n'y a pas de transfert de moment, donc nos molécules restent finalement aveugles à ce processus. Mais quand elles se rapprochent, ces lasers sont choisis de telle manière qu'à un moment donné, comme je vous le disais, cet état-là se retrouve couplé à celui-là par l'intermédiaire de celui-là. Donc, vous avez ce schéma à 3 niveaux. Vous faites une élimination adiabatique pour vous retrouver un schéma à 2 niveaux ici, où vous avez maintenant ce schéma-là ici. Vous avez fait disparaître ce truc-là, parce que vous avez fait cette élimination, et vous avez couplé donc de faire à 2 photons ces 2 états-là. Donc, vous vous retrouvez avec un système à 2 niveaux, en vrai. Ici, j'ai ma résonance Raman ici, et puis, alors que la distance s'amenuise, il y a un moment donné où j'ai interaction ici,
comme j'ai une interaction qui est déterminée par une fréquence de Rabi effective, un terme de couplage effectif, ces deux niveaux-là vont se séparer, comme ça. Et donc, ce que je vais voir, c'est que je rentre ici, je rentre ici, et hop, je vais aller là, et je vais repartir. Évidemment, si je choisis correctement les paramètres du laser, tout est là, évidemment. Ça va être de choisir correctement les paramètres de cette transition à deux photons pour qu'effectivement, ce couplage soit efficace. Et vu qu'il est midi 14, croyez-moi, on arrive à trouver les paramètres qui effectivement permettent de le faire et permettent de choisir les lasers qu'il faut pour effectivement trouver donc les paramètres. Alors, évidemment, il faut trouver H bar oméga 1, H bar oméga 2, les fréquences de Rabi correspondantes et les catchs correspondants. Donc les degrés de liberté, le paramétrage est évidemment un petit peu complexe, mais on y arrive. Théoriquement, c'est en train d'être fait expérimentalement, mais théoriquement, on a montré qu'on pouvait trouver toutes ces fréquences de Rabi, des décalages correspondants, qui permettent à la fois de réaliser la condition Raman pour la molécule isolée et de réaliser ce couplage ici, à courte distance, qui permettent aux molécules de s'empêcher de s'approcher. Voilà. Donc c'est soumis, et c'est le référé un petit peu revêche pour l'instant, mais c'est quelque chose qui est proposé et qui est en cours de réalisation à Hanovre, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. C'est parce que je voulais vous amadouer et faire disparaître les courbes de potentiel moléculaire pour que vous ayez quelque chose qui était peut-être plus familier, alors des schémas de niveau, okay. Mais essentiellement, c'est de ça qu'on parle, d'un schéma qui est assez classique finalement, d'établir à trois niveaux, pardon, qui se réduit à un schéma à deux niveaux. Donc voilà. Et en vrai, ça c'est pour conclure, en vrai, voilà ce que ça donne avec les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein. Ici, j'ai deux molécules dans l'état fondamental. Ici, j'ai une molécule dans l'état fondamental et dans l'état excité. Donc maintenant, quand on fait le couplage micro-ondes, c'est ça qui est intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le faire avec un couplage micro-ondes également. Hein. Un couplage micro-ondes, je pars d'ici et avec un photomicro-ondes, je vais pouvoir coupler à cet état-là, qui a donc la parité opposée. Okay. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'ici, par l'intermédiaire de cet état excité, mais qu'on ne peuple jamais, on crée un laser qui est ajusté sur cette transition, un autre laser qui est ajusté sur cette transition. Alors, ça fait bizarre, là, parce que les flèches sont en bas et tout ça c'est très haut, hein, mais je n'ai pas pu le faire sur la figure. Hein. Et tout ça est très haut en énergie, donc on a en fait de transition qui vont, d'accord. Hein. Mais en couplant donc le niveau d'entrée ici à ce niveau-là, en couplant le niveau de sortie à ce niveau-là aussi avec le tuning qu'il faut, eh bien on arrive effectivement à coupler ces deux voies-là avec ici les voies impulsives. Mais évidemment, ce qui change par rapport à micro-ondes, c'est que là, quand on fait une transition à deux photons, on part d'un état plus vers un état plus. Donc c'est rigolo parce qu'on couple deux états plus, deux états de même parité, ce qui n'est pas intuitif quand on parle de transition en photonique. Évidemment, on a deux photons, c'est pour ça qu'on y arrive. Et donc, effectivement, ce que l'on a, c'est ça. C'est un couplage effectif entre ces deux états-là. Et on oublie tout ce qui est là, puisqu'on a fait l'élimination adiabatique. Voilà. Et avec ça, merci pour votre attention. Je pensais que c'était une bonne manière de s'arrêter en vous disant, voilà, tout est ouvert et c'est en cours de réalisation. Après ce petit voyage. Merci.